Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, drame de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, le diagnostic sans complaisance du professeur Abdoul Kane. Nos hôpitaux sont devenus des entreprises, des épiceries. L'humanisme y est relégué au second plan selon le professeur. Ce dossier sera vite élucidé selon le directeur des établissements publics de santé. L'enquête est en cours. Ousmane Dia a dirigé la mission d'enquête de 18 personnes envoyées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à Louga. Jet de projectiles, tirs de lacrymogènes, chaude matinée à Mbacké, les populations de Sadio se sont vigoureusement opposées à l'installation de la société Aquatech. Plusieurs blessés ont été enregistrés du côté des manifestants. Pèlerinage à la Mecque 2022, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur ne confirme ni n'infirme le quota de 4736 pèlerins annoncé. Le quota officiel du Sénégal sera connu incessamment. L'État ne se désengagera pas de l'organisation du pèlerinage, affirme Aïssata Talsal. Et puis à suivre notre reportage Ramadan, les embouteillages en période de Ramadan, c'est connu. La congestion routière s'intensifie en début d'après-midi, poussant certains jeûneurs à rompre le jeûne au volant, ce qui n'est pas très agréable. L'indignation nationale se poursuit suite au drame de Louga. Nos hôpitaux sont devenus des entreprises, des épiceries où l'humanisme est relégué au second plan. C'est la conviction du professeur Abdoul Kane. Ce cardiologue réputé a réagi depuis Ziguinchor, interrogé par nos équipes. Le drame nous interpelle nous tous. Bien sûr, c'est un drame pour la famille, mais c'est un drame pour toute une société. On peut questionner notre système de santé. Il y a sûrement beaucoup de dysfonctionnements qu'on peut interroger. C'est d'abord notre environnement de travail. On a beaucoup de problèmes par rapport à la disponibilité des outils de travail. Il y a un autre élément qui est très important. C'est effectivement la compréhension même qu'on a de nos hôpitaux. On a pensé que nos hôpitaux doivent être rentables. Or, nous devons défendre nos hôpitaux comme plutôt la mesure d'une civilisation de notre peuple. Si nous oublions d'assister quelqu'un qui est malade, qui est dans la souffrance, c'est qu'en vérité, nous oublions notre humanité. Nous nous installons dans une inhumanité. Et ceci interpelle bien sûr l'État au plus haut niveau, de comprendre que ce qu'on attend de nous tous, ce n'est pas seulement de construire des structures de soins, mais c'est aussi d'apporter de l'humanisation dans nos structures de soins. Ceci interpelle les administrateurs de nos structures de soins. Il ne s'agit pas de rentabiliser, il s'agit surtout d'apporter des soins de qualité. Et vous le savez aujourd'hui, des gens peuvent être séquestrés dans nos hôpitaux parce qu'ils n'ont pas payé. Je pense que les hôpitaux d'ailleurs font partie des rares endroits où la séquestration semble être légitime. Ce qui pose le problème, encore une fois, de notre humanité. Vous savez qu'aujourd'hui dans nos hôpitaux, ce n'est même plus de l'entreprise, c'est une épicerie. Vous êtes admis dans la plupart des hôpitaux aujourd'hui, si vous ne payez pas un bilan disponible à l'hôpital même si vous êtes dans le contexte de l'urgence, vous n'êtes pas pris en charge. Ce qui veut dire que vous allez perdre des chances et vous pouvez en perdre la vie. L'enquête sera vite diligentée, des décisions seront prises selon le directeur des établissements publics de santé. C'est une délégation de 18 personnes qui s'est rendue à Louga pour les besoins de l'enquête. Je pense qu'à l'état actuel, c'est des rapports que nous attendons et des enquêtes que nous sommes en train de mener. De ce fait, tout le ministère s'est quasiment déplacé parce que c'est une délégation de près de 18 personnes qui a quitté Dakar pour anticiper sur éventuellement les dispositions à prendre afin de régler ce genre de situation qui pourrait éventuellement se poser, mais que nous souhaitons ne plus se répéter, en tout cas au niveau de nos structures hospitalières. Le ministère ne fuira pas ses responsabilités. Le ministre l'a dit, l'a répété, toute décision, en tout cas qui émanera des rapports que nous aurons à faire à partir de ce travail que toute la délégation du ministère a eu à effectuer ce jour et sous la responsabilité du médecin-chef, les décisions seront prises très rapidement. Et vous verrez que s'il y a des sanctions pour quelqu'un qui a eu à fauter durant ce parcours, les sanctions seront prises. S'il y a des défauts dans la prise en charge en matière infrastructurelle, équipement ou autre, le ministère va corriger. Mais je vous rappelle qu'en tout cas, le ministère est là pour accompagner les populations, faire de sorte à ce que les hôpitaux fonctionnent correctement et nous n'aurons pas une main faible s'il y a quand même des manquements durant la prise en charge de cette bonne dame.
Et des drames à l'hôpital qui s'apparentent à de la négligence médicale. On en a connu, hélas, dans le passé. L'affaire des bébés de l'hôpital de Linguère est encore fraîche dans les mémoires, mais vous allez le voir, il y en a bien d'autres. Voyons tout cela avec Marcel Farba-Maroun. L'affaire Astou Sorna est une énième du genre dans les centres de santé au Sénégal. En 2019, la même patiente avait connu un sort quasi similaire dans le même hôpital, Amadou Sakhir Mbaye de Louga, où elle avait perdu un bébé prématuré, né au bout de 7 mois de grossesse. Le bébé avait été déclaré décédé en pédiatrie, sans pour autant que des clarifications ne soient apportées. Plus récemment, le 24 avril 2021, 4 bébés sont morts dans le service néonatologie de l'hôpital Magatlo de Linguère. Un dysfonctionnement électrique avait été évoqué. 2 autres blessés ont finalement été mis hors de danger. Toujours dans le public, et cette fois à Dakar, Ndaï Betty Diouf a perdu la vie après plusieurs passages, d'abord à Philippe Maguilène Senghor, Abbas Ndao, puis Gaspard Camara. En attente, elle aussi d'un bébé prématuré qui finira par rendre l'âme également. Elle devait subir une opération par césarienne. Le privé n'est pas en reste dans ce genre de circonstances. Début octobre 2021, un bébé de sexe féminin meurt après avoir été asphyxié et brûlé, après une trop longue exposition aux rayons de photothérapie censé réduire le taux de bilirubine, une des conséquences de la jaunisse. C'était dans la clinique La Madeleine de Dakar. Dans ces structures médicales, l'on se rend cependant compte que même ceux qui y travaillent sont exposés. À l'hôpital Fann, Eladj Omar Samb, médecin spécialisé en anesthésie-réanimation, est décédé alors qu'il était en garde et venait de finir de préparer un patient admis en bloc opératoire. Les conditions précaires de travail ont été pointées du doigt par ses collègues, même si les causes de cette disparition n'ont pas encore été élucidées. La liste est loin d'être exhaustive. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que ce sont là autant de drames dans les structures de santé qui ont, pour l'heure, un dénominateur commun, l'impunité. Marcel, et à la lumière de cette affaire, intéressons-nous à l'accueil dans les services publics comme privés. Des fois, l'accueil, l'orientation et la prise en charge jugés défaillants dans plusieurs structures au pays de la Teranga, ce qui est un grand paradoxe. Reportage Habib Faye à Lundiagne. Le drame de Louga fait beaucoup jaser. Un drame qui plonge plus d'un dans l'indignation et remet au goût du jour le problème de l'accueil au niveau des services publics. C'est un problème quasi général au niveau des banques, au niveau des services de santé, au niveau même des services publics. Là où travaillent des fonctionnaires qui sont payés par nos impôts. Souvent l'accueil laisse à désirer. Ils ou elles sont sur le portable, sont au téléphone, parlent de leurs problèmes familiaux. Au moment où des gens se déplacent pour venir les rencontrer dans leur lieu de travail. Parce que quelqu'un qui est malade, ce n'est pas quelqu'un qui peut parler. Vous voyez. Donc moi je dis que ce qui s'est passé à Louga, c'est de la négligence. C'est de la négligence et de la méchanceté. Un problème de comportement, selon ce commissaire de police qui, sous couvert de l'anonymat, parle en connaissance de cause. Ce n'est pas seulement à la police que nous notons ces désagréments. En général, c'est un problème de formation et de comportement. Personnellement, je l'ai vécu dans un hôpital. Mon enfant s'est fait casser le bras, mais à l'arrivée, le personnel soignant m'a traité de tous les noms d'oiseaux, ignorant que je suis même un commissaire de police. Pourtant, je me suis tue de tout commentaire pour dire que c'est le comportement qui fait défaut partout. Un service public qui laisse à désirer, selon certains. L'éducation civique, l'accueil n'est plus comme il se devait dans des lieux où c'est fréquenté, où les gens viennent pour avoir des informations. Au Sénégal, patients et accompagnants se plaignent toujours de l'accueil, du comportement du personnel dans les services sanitaires. Merci Habib. Comme une interminable litanie, bavures et de blessures infligées aux communautés par ces différents services, négligence médicale, bavures policières, raquettes de citoyens et aucune sanction à la mesure de la gravité des faits. Le commentaire de Abdoulaye Cissé. Quel que soit le bout par lequel on prend cette affaire Adja Sorna, elle ruine nos derniers espoirs de croire à un État juste qui a le souci du détail de notre bien-être. Il y a malheureusement des précédents qui font qu'on n'y croit plus, ni à la sincérité de la diligence du président de la République qui exige son rapport d'enquête dans les plus brefs délais, tu parles, ni au semblant de compassion exprimé par toute l'administration du service public de la santé, à commencer par le ministre lui-même.
Il arrive des moments où c'est une question de dignité quand on est dans la chaîne de responsabilité. Que dis-je? Dans la chaîne de décision. Ils doivent tous démissionner. On est déjà tellement habitué à ne pas avoir de coupable qu'on n'en cherche plus. En revanche, si leur enquête est pour donner un semblant de crédit à la thèse que tout a été fait dans les normes, ils peuvent passer leur chemin. Car peu importe, chacun s'est forgé une opinion et surtout, chaque Sénégalais peut documenter un cas pratique de défaut de prise en charge et de mauvais accueil dans les structures de santé. Chaque Sénégalais a un cas d'espèce de brouille avec les services publics, administration, forces de défense et de sécurité, justice et j'en passe. Si ce n'est pas Adja Sokhna à l'hôpital de Louga, c'est Seck Ndiaye qui perd la vie entre les mains de la police à la Médina. Tiens, on a presque oublié les bébés calcinés à l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Les beaux discours n'y feront rien. Ils nous mentent tous à coups de slogan. Non, pas de coupable. Ça fait chic de s'indigner pour un Sénégalais violenté avec barbarie en Italie. Et il fallait le faire. Mais ce sont les mêmes autorités qui bandent les muscles pour ça, qui nous tuent. Nous torturent, font semblant après d'avoir de la compassion pour mieux détourner le regard quand la clameur s'estompe. Il ne doit plus y avoir de prochain Adja Sokhna. Notre dignité est à ce prix d'exiger ce que l'État nous doit. Il n'y a rien d'impossible quand les citoyens décideront par eux-mêmes qu'ils doivent avoir un service public de qualité. Merci beaucoup Abdoulaye. À la une également, ces échauffourées à Baké, jets de projectiles, tirs de lacrymogènes. Les populations s'opposent à l'installation de la société Aquatech. Plusieurs blessés ont été enregistrés suite à des affrontements entre manifestants et des forces de l'ordre à Sadio, c'est dans le département de Baké. On est tout cela avec Pape Balagaï et Talasomp. Au moins 4 blessés et des arrestations, c'est le bilan des affrontements entre gendarmes et les populations de Sadio. Ces dernières dénoncent ce qu'ils appellent un forcing du sous-préfet de Taïf décidé à installer le fermier Aquatech pour la gestion du forage. Une chose qu'elle ne compte pas accepter de sitôt. Alassane Sissé, porte-parole du mouvement Bossonul Dunusson et membre de Frappe Sadio. Il y a toute la population de Sadio avec des visages tristes, manifestant des signes de mécontentement envers vraiment le sous-préfet de Taïf qui veut mettre sur place l'Aquatech pour la gestion de notre forage. Et la population n'est pas du tout d'accord avec l'arrivée de l'Aquatech. La mauvaise gestion du forage décriée, elles exigent un audit de l'ancienne équipe qui avait en charge la gestion du forage. Parce qu'ils ont 11 millions entre leurs mains sans aucune justification. Ils ne parviennent pas à justifier là où ils ont mis cette somme-là. Vous voyez, il n'y a pas de facture. Facture courant 28 millions. C'est anormal, impayé. C'est anormal. C'est pourquoi la population s'est déterminée. C'est l'heure que la population de Sadio prend la gestion du conseil municipal, la gestion de leur commune à leur main. Déterminées, les populations n'entendent pas se laisser faire et interpellent le chef de l'État face à ce qu'ils considèrent comme un diktat de la part de l'autorité administrative. Pèlerinage à la Mecque 2022, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur ne confirme pas le quota de 4736 pèlerins pour le Sénégal. Le quota officiel sera connu dans les prochains jours. Devant l'hémicycle, Aminata Tall Sall déclare que l'État ne va pas en revanche se désengager de l'organisation du Hajj. Elle appelle les voyagistes privés à la pondération. Voyons tout cela avec Fatoumata Konté et Pape Sangoné Mbaye. waxi aji màkk gi dellu si waat na fee ci assemblée nationale gannaaw ba ñu waxee ni Sénégal dañ ko alloué benn quota ki nga xam ne moo di ministre des affaires étrangères xam ne ni loolu nag. La question du quota alloué au Sénégal pour le pèlerinage à la Mecque est revenue au devant de la scène. À l'Assemblée nationale, le ministre des Affaires étrangères a fait savoir que les chiffres avancés ne sont pas encore avérés, mais rassure que notre pays ne sera pas desservi. Alors cette année, nous ne savons pas combien le quota. On va le savoir incessamment. Moi aussi, j'ai lu dans la presse que nous avons 4800, que nous avons 5000. Ce que je sais, c'est qu'au dernier pèlerinage, nous étions à 12 800, à peu près, de quota. Mais le Sénégal est respecté par le Royaume d'Arabie Saoudite. Le Sénégal est un grand pays musulman. Et je suis convaincu qu'en discutant avec les autorités saoudiennes, que nous aurons
le meilleur dans ces circonstances-là. Pour le pèlerinage de cette année, malgré la main tendue des voyagistes privés, l'État ne compte pas leur laisser le privilège d'organiser le Hajj comme voulu. Je compte aussi sur le sens de la mesure et de la pondération des voyagistes pour que nous puissions nous entendre. Dire que parce que les quotas sont faibles, que l'État doit se désengager, on ne peut pas le faire. Je le dis, ça je réponds tout de suite. Parce que l'État intervient pour pondérer les prix, pour ne pas laisser livrer les pèlerins au marché avec les voyagistes. Comportement jugé répréhensible de la police italienne face à un compatriote a été aussi soulevé. Il y a déjà leur plainte, eux, qui est en cours. Pape Demba Wagne, nous lui avons demandé de porter plainte. Parce que pour que la plainte soit recevable, il faudrait que la victime, qui a directement subi, lui, le préjudice, que la victime porte plainte. Et nous lui avons demandé de le faire. Il va le faire et nous allons le suivre, Inch'Allah. Mardi, 4 projets de loi ont été votés à l'Assemblée nationale. Des projets de loi ayant trait à une convention entre le Sénégal et la République tchèque, une coopération avec le Canada pour la création d'un centre canadien de soutien opérationnel, entre autres. Merci Fat Bintou et toutes nos plates excuses pour la qualité sonore de ce sujet. L'actualité, c'est aussi la grève des juges consulaires du tribunal de commerce hors classe de Dakar. Plusieurs dossiers qui devaient être vidés aujourd'hui ont été tout bonnement renvoyés sine die. Vous le savez, les juges consulaires réclament le règlement de plus de 95 millions de francs CFA d'arriérés de salaire. Quel est le rôle du juge consulaire et quel est son champ d'action? Éléments de réponse Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Les juges consulaires passent leurs menaces à exécution. Une grève illimitée pour réclamer le paiement intégral de leurs indemnités, une obligation légitime selon ce juriste. Pour chaque juge consulaire, on dit qu'il a 100 000 francs d'indemnité par audience. Donc, et cette indemnité-là aussi a un plafond qui ne doit pas dépasser 500 000 francs par année judiciaire. Ce qui a causé cette grève, c'est donc cette absence de paiement-là. Un mouvement d'humeur non sans conséquence. Il n'y aura plus de décisions qui sortiront du tribunal du commerce parce que eux, leur présence est obligatoire quand le tribunal doit statuer. Ils doivent être présents. Par exemple, on dit même que, par exemple, il y a l'audience hors de quand le juge statue, ils le font en collégialité. D'ailleurs, dans la loi même, ils disent que le nombre de juges professionnels de carrière, les magistrats, doivent même être inférieurs au nombre de juges consulaires. Donc, leur présence est obligatoire pour pouvoir rendre des décisions. L'audience peut se tenir parce qu'il y a un moment où c'est le juge de la mise en état qui fait tout ce qui est instruction et autres. Mais quand il s'agit de délibérer, les juges consulaires doivent être présents. Ce qui fait qu'aucune décision ne pourra être rendue au niveau du tribunal du commerce jusqu'à ce qu'il revienne. Le juge consulaire, incontournable au tribunal de commerce, parmi ses missions... Le rôle, c'est d'apporter des connaissances pratiques, une certaine expertise dans leur domaine respectif pour aider ces juges-là à statuer ou à rendre les meilleures décisions. Au moment où beaucoup de dossiers attendent d'être traités, aucune négociation n'est encore entamée, une situation qui inquiète. Merci Maïmouna. Les hommes au bureau, les femmes à la maison. Une étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie renseigne que ce qui pourrait encore être perçu comme un cliché persiste encore au Sénégal. Le travail rémunéré est encore accaparé par les hommes, tandis que les femmes s'occupent encore majoritairement des tâches ménagères non rémunérées. Les explications du directeur général de l'ANST, le professeur Alain Ardiop. C'est une enquête nationale sur l'emploi du temps effectuée au niveau du Sénégal et qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur les caractéristiques également des hommes et des femmes dans le cadre de l'usage qu'ils font du temps quotidiennement. C'est-à-dire on a classé les activités que font les hommes et les femmes chaque jour et on a déterminé également quel est le temps qui est consacré à chacune de ces activités-là. En termes de pourcentage, il est noté également que les hommes travaillent plus que les femmes, en tout cas pour ce qui s'agit du travail rémunéré. Mais au contraire, en ce qui concerne les travaux domestiques, on a constaté que
Les travaux réalisés dans le ménage sont là pour la plupart effectués par les femmes et les travaux également qui consistent à s'occuper des enfants ou des personnes âgées. Ce qui montre que réellement il est nécessaire de prendre en charge également ces travaux domestiques, notamment dans l'estimation également de la production des ménages et des femmes. C'est important dans la mesure où ça permet également de réestimer également quelques indicateurs économiques qui permettent également de prendre en charge le travail domestique. Autre étude qui concerne votre consommation, une étude de la direction de la prévision et des études économiques, risque de hausse des prix du blé et de l'essence, du gaz et de l'électricité au Sénégal si la guerre russo-ukrainienne persiste. La DPE révèle que les échanges commerciaux entre la Russie et le Sénégal sont sérieusement impactés par ce conflit. Le récit de Mamadou Fall. L'on n'a pas fini d'épiloguer sur les contre-coups de la guerre russo-ukrainienne en Europe que le Sénégal se voit menacé. Les échanges commerciaux entre notre pays et la Russie sont impactés par cette guerre. Le coût du blé et des produits pétroliers vont certainement connaître une hausse. D'après la direction de la prévision et des études économiques, DPE, la Russie est un partenaire privilégié du Sénégal. En effet, elle est le premier fournisseur de blé et le deuxième en produits pétroliers raffinés du Sénégal. Le conflit donc impacte négativement sur nos échanges. Les importations de blé chiffrées à 4,2 milliards en janvier sont nulles en février 2022. Les autres marchés d'approvisionnement du Sénégal sont l'Argentine et la France. Pour l'Argentine, les importations sont passées de 5,9 milliards à 8 milliards, soit un accroissement de 62,9%, tandis que celles de la France se sont repliées de 17,4%, soit plus de 2 milliards. S'agissant des achats de produits pétroliers raffinés, la Russie demeure le premier fournisseur, 38,3%, suivi des Pays-Bas, 25,0%. Ces importations en provenance de la Russie sont donc passées de 24,3 milliards à 38,3 milliards entre janvier et février 2022. Pour ce qui est de l'engrais, les achats extérieurs en provenance de la Russie ont baissé drastiquement de 94,6% en février 2022, passant à 0,3 milliards contre 6,4 milliards en janvier 2022. Merci Mamadou et venons-en à notre reportage Ramadan consacré ce soir à la congestion routière. Le phénomène s'est beaucoup accentué en ce mois de Ramadan. À certaines heures, Dakar ressemble à une véritable fourmilière. Des kilomètres d'embouteillage se forment un peu partout et quand la rupture approche, les nerfs deviennent de plus en plus tendus, n'est-ce pas? Cheikh Diop et Diafaraba. Ils font des heures pour arriver à destination. Des embouteillages monstres presque partout dans la capitale sénégalaise, surtout en ce mois de Ramadan. Chacun voulant rentrer tranquillement chez soi avant la rupture. C'est fatigant. À longueur de journée, tu perds beaucoup d'essence dans les embouteillages. Les heures de pointe, ça pose problème surtout. Le développement du parc automobile augmentant. Du coup, la densité du trafic, ce qui occasionne de telles situations, selon le directeur du Conseil exécutif des transports urbains durables. Nous avons globalement 15% d'espace dédié à la fonction circulatoire, c'est-à-dire quels sont les espaces goudronnés qui sont affectés à la fonction de circulation. Et nous constatons, quand nous regardons les indicateurs à l'international, pour qu'une ville fonctionne bien, pour qu'on ait de la fluidité, cet indicateur doit être autour de 30%. La motorisation est en train de doubler. Il y a une croissance de 10% du parc automobile à Dakar. Des solutions n'en manquent pas. Le covoiturage, entre autres stratégies. Le développement se fait par les transports collectifs. C'est pour ça que nous faisons le TER, le BRT. Et concrètement, nous allons déjà, dès cette année, travailler sur de l'investissement pour Dakar et Thiès, avec l'extension de notre périmètre d'intervention pour équiper des carrefours avec 300 feux. Donc ce sera sur la régulation, ce sera sur la coordination des activités de la police, de la gendarmerie, en accompagnement avec les collectivités territoriales. Le gouvernement multiplie les efforts pour des solutions définitives, des travaux entamés par l'État pour plus de fluidité à Dakar. De même, le BRT sera mis en exploitation avant fin premier semestre 2023.
Merci, cher, et courage aux automobilistes. Et puis un mot de sport. Avant de clore cette édition, à Rufisque, les supporters de Teungueth FC sont très inquiets. L'équipe peine à enregistrer cette année de bons résultats. Le champion en titre est à 4 points du premier non relégable. Et là-bas également, les nerfs sont tendus. Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambasamb. 4 points du premier non relégable. Teungueth FC traverse une situation très difficile. Le champion en titre est tout sauf performant cette année, d'où l'inquiétude des supporters. Il y a un syndrome des équipes championnes en titre qui depuis quelques années, mais j'espère que nous arriverons pas là-bas. C'est la situation où Teungueth va aller au purgatoire, l'équipe ne doit pas descendre. Donc, nous devons faire une remobilisation des troupes. Tous les Rufisquois, de tous les bords, doivent s'unir derrière l'équipe. Ces résultats sont la conséquence des nombreux départs conjugués au mauvais recrutement, selon Alioune Badara Ndiaye, journaliste et spécialiste de football. Derrière, les meilleurs joueurs de Rufisque de l'équipe, c'était Passoumane Sakho et Djibril Silla, qui amenaient la percussion sur les côtés et qui permettaient à l'équipe de marquer beaucoup de buts, ce qui a facilité le tir. Cette année, ces joueurs sont partis, mais ils n'ont pas leur remplaçant dans l'équipe. Ce qui fait que depuis la 3e ou bien la 4e journée, Teungueth FC n'a pas réussi à marquer 2 buts pour un match. Chaque fois, il ne marque pas, ou bien au plus, il marque un but. Depuis presque 9 ou 8 journées, l'équipe n'a pas réussi à marquer 2 buts dans un match. Et il est difficile dans ces circonstances de gagner les matchs. Relativement aux rumeurs du départ du coach Youssouf Dabo, les supporters rencontrés souhaitent son maintien. Je ne suis pas pour le départ du coach. Parce que quoi que l'on puisse dire, certes le sport c'est les résultats. Mais quoi que l'on puisse dire, il a réussi à bâtir une équipe double champion du Sénégal, je peux dire. Le laisser aujourd'hui serait un éternel recommencement. Selon certains de nos interlocuteurs, les problèmes internes ne seraient pas étrangers à ces contre-performances de l'équipe rufisquoise. Merci Abdou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM, à suivre les 5 minutes de Oussas Papane et puis Quartier Général en deuxième partie de soirée comme tous les soirs de Ramadan. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.